Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette semaine, chères étudiantes, chers étudiants? J'espère que vous avez trouvé votre moment pour écouter ce podcast. J'imagine, là, je ne sais pas où vous êtes, dans le bus. Où êtes-vous en ce moment? Dans le trafic sur Henri IV parce qu'il neige le matin, en marchant, courant. C'est ça, ce podcast. Le but, là, c'est de se retrouver au moins une fois par semaine à quelque part. C'est notre moment. C'est bizarre pour moi d'enregistrer ça, là. Actuellement, j'ai une belle classe devant moi, mais là, je suis tout seul dans mon bureau. J'ai juste mon café, mais en même temps, c'est bizarre. J'ai l'impression quand même de vous parler, de te parler, hein, personnellement. Je pense que la radio fait aussi, donne cette impression-là. Là. On a l'impression que la personne nous parle à nous directement dans le creux de l'oreille. Là. Ça crée une proximité que ce serait difficile d'avoir autrement. Content de vous savoir là cette semaine. Bienvenue à votre résumé de podcast, votre résumé de cours, je dirais. Ça vous aide à suivre le cours, le rythme. En tout cas, c'est le but. Parlant de rythme, écoutez, j'ai vu vos TP1. Ah ben, c'est déposé. Bravo. Vous avez réussi à faire ça. Maintenant, c'est à moi, là, à faire le boulot. Faut que je corrige ça. Donnez-moi 10 jours, disons, peut-être, à partir de maintenant. Puis merci à l'avance de votre patience. Habituellement, là, je vais faire assez vite. En tout cas, c'est une promesse. Ça fait partie de mes responsabilités. Vous l'avez vu, le TP1, ben, c'était pas si compliqué que ça, mais je dirais que c'est votre premier vrai test là, pour mettre à l'épreuve votre belle dynamique d'équipe. En fait, c'était peut-être le plus gros défi, je dirais, de ce TP1, là, c'est comment faire pour gérer cette équipe, pour m'assurer là, que tous les membres de l'équipe sont actifs et engagés. Vous avez vu que c'était pas si simple. En tout cas, pour certaines équipes, il y en a quelques-uns qui ghostaient pas, là, mais quasiment. Il y en a qui ont, bon, les Teams, tout ça, là, faut s'assurer que ça fonctionne, les travaux partagés. Parce que le TP1, c'est pas grave, là, c'est juste 5 points, c'est juste un petit travail, mais en même temps, c'est le TP2 là, qui m'inquiète toujours. Puis le TP2, ben, il vaut bien des points. Puis si vous avez des problèmes au TP1, ben, ces problèmes-là, là, ça s'effacera pas avec le TP2. Au contraire, là, ça risque de s'envenimer. Donc, bravo. Bon, il y a eu quelques petits problèmes avec quelques équipes, mais je dirais là, que sommairement, là, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, si vous avez des problèmes à l'intérieur de l'équipe puis vous m'avez pas encore fait signe, ben faites-moi signe. C'est important de régler ça là, tout de suite, ici, maintenant, de réaligner le tout, là, de s'assurer que tout le monde est bien engagé dans ses travaux. Puis ça commence maintenant. Puis je le fais, là, je vais faire le suivi. Je ferai pas le prof là, qui vous écoute puis qui vous dit arrangez-vous avec vos problèmes. Là, je vais intervenir. Moi aussi, je vais essayer de vous aider pour vous simplifier le travail. C'est toujours un sentiment de justice immense là, que d'avoir l'impression de tout faire les travaux tout seul. Puis il y en a quelques-uns là, qui se laissent traîner par le groupe. Je vais intervenir. Donc, faites-moi signe, puis on tentera de corriger rapidement le problème. C'est souvent ce qui se passe là, dès que j'interviens, dès que vous me mettez un peu en CC, là, vous allez voir que ça va un petit peu plus vite. OK, sautons dans le module 4. C'est là qu'on est rendu. Ça avance, ce cours. Dans ce module 4, ce que j'ai pensé faire avec vous, c'est vous introduire à la grille de Lego. Hein? C'est comme ça qu'on va l'appeler tout au long du cours. Là. La grille, en fait, c'est la grille d'analyse proposée par Georges A. Legault, hein, qui est l'auteur du principal ouvrage du cours. Ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Je fais l'oublier. Puis à la fin, en annexe, vous allez voir, là, il y a une belle grille d'analyse. Puis c'est cette grille-là là, que j'aimerais vous expliquer parce que là, vous allez en avoir besoin pour résoudre le problème que vous m'avez vous-même proposé dans ce TP1. Voilà, alors soyez attentifs dans ce podcast. Je vais vous introduire à cette grille. S'il y en a un dans l'équipe là, ou une qui comprend rien à cette grille, ben dites-lui, écoute le podcast, là, ça dure
35 minutes, puis on se revoit dans 35 minutes. Puis là, tu vas comprendre un peu mieux la grille parce qu'il faut que tout le monde soit assez familier. Ou sinon, vous pouvez lire aussi les instructions. Le Jean Legault, il l'explique très bien, sa grille. Sinon, ben demain, dans le cours, là aussi, je vais l'expliquer, cette grille. Le but, là, c'est de vous familiariser rapidement, mais intensément, je dirais, avec cette grille. Une grille qui est imparfaite, mais une grille qui sert quand même à l'analyse d'un problème. Donc, soyez attentifs. Vous allez devoir utiliser cette grille-là pour résoudre votre TP2. Il va y avoir des questions à l'examen sur cette grille. Hein? Vous avez entendu le mot examen? Il y en a tout à coup qui sont attentifs. Ben, ça servait un petit peu à ça. C'est sûr, là, ça fait partie des objectifs de ce module 4, là, d'être à l'aise avec cette belle grille d'analyse. Donc, êtes-vous prêt à une belle écoute intense? C'est le moment là, de partir, aller prendre votre marche ou faire quelque chose où vous pouvez vous concentrer un petit peu plus là, sur ce que je suis en train de raconter. C'est parti! OK, dans ce module 4, demain en classe, 12h30, toujours au 21h57, ce que je vais vous proposer, c'est d'apprendre comment fonctionne cette grille d'analyse. Puis ce qu'on va faire en classe, c'est une étude de cas sur le plagiat. Pourquoi? Ben parce que vous connaissez ça, là, le milieu universitaire, parce que c'est un problème que vous avez peut-être déjà rencontré. Donc, d'essayer d'appliquer cette grille-là à ce problème, ça sera plus facile pour vous poursuivre en classe. Puis, ce qu'on va voir en classe avec le thème ou le problème, l'étude de cas à propos du plagiat, ben, ce que vous allez apprendre, ben, vous allez pouvoir le transposer vous-même à votre étude de cas qui est votre TP1. Dans ce podcast, ce que je vous propose, c'est une troisième test de cette grille. Ce que je vais faire, c'est qu'on va servir du cas de Karen Duhamel. Hein, vous vous rappelez, là? Le cas assez spectaculaire, je dirais, du cas de Karen Duhamel qu'on a vu au cours 1. Donc, pour ce podcast-là, je présumerais que vous savez déjà un peu c'est quoi l'histoire de Karen Duhamel. Je vais en parler un peu, je vais en faire un court résumé, là, mais si vous n'avez pas encore vu le témoignage de Karen Duhamel, ben, je dirais, faites déjà ça, là. Puis allez écouter au moins ça. C'est une vidéo un peu traumatisante, mais très instructive, puis très inspirante, d'une certaine façon, peut-être par contraste. Donc, allez voir cette vidéo-là. Allez le voir maintenant. Bon, c'est fait. Bravo. Maintenant, on va se concentrer sur l'analyse de ce problème à l'aide de la grille d'analyse. Puis pourquoi je vous parle de cette analyse-là avec la grille, c'est parce que ça fait partie du TP2. Hein. Le TP2, il y a 2 étapes. La première étape, c'est l'analyser, votre TP1, là, donc votre problème que vous m'avez soumis. Il va falloir l'analyser à l'aide d'une grille d'analyse. Puis ensuite, il faut rédiger un rapport décisionnel, donc une deuxième phase au TP2. Puis ça, j'y reviendrai un peu plus tard, mais pour ce podcast, cette première étape, déjà, concentrons-nous sur l'analyse à l'aide de la grille de Georges A. Legault. Cette grille, puis l'ouvrage, peut-être que vous ne l'avez pas encore testé, là, mais si vous voulez avoir accès à l'ouvrage de Georges A. Legault et à la grille, donc, vous allez trouver une copie de la grille dans la section consacrée au TP2. Vous avez vu, il y a plusieurs sections. Vous allez trouver une copie de la grille dans l'ouvrage Professionnalisme et délibération éthique. Puis cet ouvrage-là, je vous le rappelle, là, c'est un ouvrage vous y avez accès gratuitement. Vous allez y avoir accès dans la section matériel didactique de l'ENA. Si vous regardez à gauche, il y a un petit onglet, là. Matériel didactique, que vous allez dans matériel didactique, il y a à droite, là je le vois à mon écran, il faut que je le décrive un peu. Il y a un endroit, c'est écrit « Accéder à la version électronique ». Vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir. Puis dans le chapitre 6, il y a toutes les explications sur cette grille en question. Puis la grille, vous allez la trouver à l'annexe 2. Une belle grille d'analyse. Sinon, j'en ai mis aussi une là, que vous pouvez directement remplir. J'en ai mis une copie là, directement sur l'ENA. Puis le but, c'est de prendre cette grille,
puis prendre votre TP1, puis remplir la grille. Vous le faites à 5-6, dépendamment du nombre de membres dans votre équipe. Puis moi, ce que je vous propose, c'est de prendre cette même grille, mais de l'appliquer au cas Duhamel, Karen Duhamel, dans ce TP1. Karen Duhamel, vous rappelez-vous un peu de ce qui se passait avec Karen Duhamel? Je vous ferai peut-être le résumé suivant. Karen Duhamel, elle est toujours d'ailleurs ingénieure. Elle, lorsqu'elle est sortie de l'université, elle a été embauchée par une belle firme de génie conseil. Elle rêvait à ça. Génivar, qui est devenu WSP. Depuis la commission, il y en a plusieurs qui ont changé de nom. Puis, rappelez-vous, Karen travaillait sur un chantier de réfection d'une autoroute, c'était l'autoroute 40, puis elle avait remarqué qu'il y avait des drôles de quantités. En fait, les quantités qu'elle calculait, ça correspondait pas aux quantités que l'entrepreneur disait avoir posées. Puis, elle se met à poser toutes sortes de questions, puis tranquillement, on la tasse, puis elle se demande qu'est-ce que je peux faire. Puis, votre TP1, ça ressemble un peu à ça, là. C'est un problème éthique, puis il y a un vrai dilemme éthique. Elle, est-ce qu'elle doit agir? Est-ce qu'elle ne doit pas agir? Voilà le problème de Karen Duhamel. Puis si on fait comme si, là c'est ça un peu le but de l'exercice, c'est faire comme si votre TP1, c'était le problème de Karen Duhamel. Puis encore une fois, là, l'histoire de Karen Duhamel, c'est très rare. Là. Je vous rappelle que vos TP1, je vous ai demandé de faire des problèmes qui ne sont pas rares, qui sont communs, qui sont assez concrets. C'est ça. Là. Donc, Karen Duhamel, c'est très concret. C'est réaliste au sens où ça existe, mais c'est très peu probable. En fait, je vous le souhaite pas, là. Souhaitons que ça reste rare, ce genre de problème. Mais on va le résoudre quand même, son problème à Karen. On va tenter de le résoudre, en tout cas, on va tenter de l'analyser. Ce que je vous propose, c'est de prendre une trentaine de minutes pour passer à travers l'analyse du problème rencontré par Karen Duhamel. Donc, 30 minutes, c'est beaucoup, vous me direz, dans un podcast, mais c'est pas beaucoup pour analyser un problème si important, si urgent. Mettez-vous à sa place, là. C'est un luxe, même prendre 30 minutes ou passer à travers une grille d'analyse pour résoudre des problématiques. La plupart des personnes autour de vous vont se contenter de résoudre ça instinctivement. Puis bon, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais sauver ma peau. OK, mais si on prenait le temps d'y réfléchir un peu, à quelle conclusion on arriverait? Est-ce qu'on y verrait pas un peu plus clair? Est-ce qu'on n'aurait pas des arguments supplémentaires pour justifier notre prise de décision? C'est ce que je vous propose. Puis la première étape, c'est de passer à travers la grille, puis tranquillement, là, vous introduire à cette grille, puis tranquillement, il se trouve une place progressivement dans votre mémoire. Pas parce que je veux que vous reteniez tout ça, puis je suis loin d'être convaincu que vous allez l'utiliser dans son entièreté, cette grille-là, dans l'exercice de la profession, mais il y a des étapes là, qui ne vous quitteront plus jamais, puis c'est important de prendre le temps au moins de passer à travers tout ça, de s'offrir ce luxe-là pendant qu'on est dans le confort de notre vie universitaire. La grille de Georges A. Legault. Il y a 4 phases dans cette grille. La première phase, je les nomme, là, prendre conscience de la situation. La phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. La phase 3, prendre une décision raisonnable. La phase 4, établir un dialogue avec les principales parties prenantes. Donc, 4 phases. On va passer à travers ces 4 phases. 30 minutes, ça se peut que ce soit un peu long. Là. Je vais mettre quelques petits bumpers audio là, pour marquer comme ça le pas. Là. Ça vous démontrera que ça donnera un signal que bon, au moins on en a fait une phase, on passe à un autre. Tiens, premier bumper. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? OK, la phase 1. Commençons par la première. Legault nous dit on
on va prendre conscience de la situation. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'on va s'attarder sur les faits. Hein? Prendre conscience, c'est ça, là, la première phase, c'est sur les faits. C'est la plus longue, puis c'est normal, là, une belle décision éthique, une belle réflexion, ça part d'abord des faits, de recenser les faits, de voir ce qui en est. Première sous-étape, le go vous dit on va inventorier les principaux éléments de la situation. Donc, pour le cas de Karen Duhamel, si on se prend une feuille, là, puis on se met à écrire les principaux éléments, on va dire que Karen, elle constate quoi autour d'elle? Il y a ses feuilles de calcul, il y a des traces dans le système. Donc, prendre en note là, tout ce qu'elle peut constater de visu et documenter tout ça. La deuxième sous-étape, le go vous dit, on va recenser les faits, ce qu'on peut constater. Mais en B, on va aussi essayer de formuler le dilemme de façon très synthétique. Le go vous dit, si vous hésitez, c'est parce qu'il y a un dilemme. Essayez de le formuler de façon très condensée. Là. Pour Karen, à quoi ça ressemble son dilemme? Au tout début, là, elle voit les différences de calcul, elle constate les faits, puis elle se dit, est-ce que d'un côté, je pourrais entreprendre des démarches là, pour poser des questions, pour résoudre ce problème? Puis pourquoi? On le sent, c'est peut-être par souci d'intégrité, d'honnêteté, il y a quelque chose qui cloche. Ou l'autre décision contraire, c'est de ne pas faire ces démarches-là, de ne pas poser des questions, de décider de se taire, parce que dans le texte sous-jacent, là, ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être la peur de représailles ou l'impression de manquer de solidarité peut-être envers ses collègues, le sentiment de ne pas être assez solidaire ou loyal envers son employeur. Donc, c'est ça un dilemme. Hein? On le formule comme ça. Là. Essayez de bien voir la tension éthique qui est à l'œuvre. Là. Deux bonnes décisions. À gauche, c'est bien. À droite, c'est bien. Puis, on essaie de coucher ça sur papier, là, voir c'est où que ça achoppe tout ça. Là. Pourquoi j'hésite à ce point-là? La troisième sous-étape, nous dit Legault, c'est de résumer la prise de décision spontanée. Donc, Legault, il vous dit, tu as un dilemme sur ta feuille de papier, là, écris ta décision instinctive. C'est important de voir d'où on part. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter là, bien au contraire, hein, où il va vous inviter à analyser, réfléchir, décortiquer tout ça. Mais d'abord, savoir d'où on part. Instinctivement, là, où j'en suis. Pour Karen Duhamel, peut-être qu'instinctivement, son réflexe, ça serait peut-être de se taire, peut-être, ou de se sauver à la course, peut-être. Mais c'est ça la décision instinctive. Là. Ça relève de nos réflexes, nos habitudes. C'est important au moins de savoir d'où on part. La quatrième sous-étape, on est toujours dans la première phase, on se concentre sur les faits. Quatrième sous-étape, Legault vous dit, on va analyser la situation des parties concernées. Donc ça, c'est la partie, je dirais, la plus conséquentialiste de toute votre analyse. Là. Legault, il vous dit, prends tous les acteurs, les actrices de ton problème, tes collègues, tes patrons, ton client, mets tous leurs noms là, sur ta feuille de papier, puis essaie d'évaluer les conséquences dans ton dilemme. Là, à gauche, c'est bon, mais c'est quoi les conséquences sur toutes les parties prenantes? Puis à droite, c'est bon aussi, mais ça serait quoi les conséquences sur toutes les parties prenantes? Pour Karen, les parties prenantes, là, c'est du monde. Là. C'est Yannick Gourde qu'elle a mentionné, son patron, Monsieur Semidjan, l'entrepreneur en question, le MTQ, le public. Hein, il y a du monde, puis à chaque fois qu'on prend une décision, à gauche, à droite, quand on tranche le dilemme, il y a des conséquences positives et négatives sur chacune des parties prenantes. Puis quand vous allez faire cette analyse-là, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui aimaient bien le conséquentialisme, là, mais là, vous allez l'haïr, le conséquentialisme, parce qu'il faut tout mettre ce monde-là sur une carte, sur une feuille plutôt. Puis c'est long, là, faire la liste de toutes les conséquences positives, négatives, les conséquences graves, moins graves, probables, improbables, peu probables.
Puis on se tanne vite, je dirais, de faire tout ça, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Peut-être pas de faire toutes les conséquences, parce que sinon, vous n'arrêterez pas sur toutes les parties prenantes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde impliqué, mais peut-être les principales parties prenantes sur les principaux acteurs. Hein, donc, les principales conséquences plutôt sur les principales parties prenantes. On peut se contenter, je dirais, de ça. Et on est rendu dans la 5e sous-étape. On est toujours dans la phase 1. Le go vous dit on va analyser la dimension normative de la situation. Puis ça aussi, c'est important. Hein, quand on prend une décision, on va regarder, c'est quoi les lois, les normes qui encadrent ce genre de problème. Hein, Karen Duhamel, là, c'est quoi les lois, les règles, les normes qui encadrent un problème de ce type? Là? Quand on constate que les quantités déclarées ne sont pas les mêmes que j'ai à entrer dans mon système, c'est quoi les normes, c'est quoi les règles, qu'est-ce qu'on s'attend? C'est quoi mon contrat de travail? Qu'est-ce qu'on exige de moi? Qu'est-ce que mon code de déontologie me demande de faire? C'est quoi les règles en matière de comptabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Donc, trouver les lois, les règles, les codes qui encadrent tout ça. Là. Puis, je dirais que pour certains, c'est une étape que vous n'êtes pas toujours bien formé en cette matière. Là. Il y en a plusieurs qui connaissent très mal le droit, les règles, les normes, alors que vous allez être bientôt baigné dans tout ça. Puis certains le savent là, dans le système autour de vous que vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Ça dépend des professions, là. Mais il y en a plusieurs qui se disent mon ingénieur, il connaît peut-être mal les lois, les règles, les normes, je vais peut-être essayer d'y en passer une. Ça se pourrait. Ça arrive. En tout cas, dans le cas de Karen Duhamel, il y en a peut-être qui a peut-être sous-estimé sa capacité à connaître la loi sur les ingénieurs. Donc voilà l'étape 1 de la grille de Legault. Legault vous dit, d'abord, avant toute chose, on va se concentrer sur les faits. On va recenser, analyser les faits. On va cerner le dilemme. On va penser aux conséquences. On va essayer de recenser les lois, les normes. Puis ça, c'est la phase 1 de l'analyse. On se concentre sur les faits. C'est intitulé « Prendre conscience de la situation ». This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. OK, phase 2. On a analysé les faits. Après avoir analysé les faits, Legault vous dit on va clarifier les valeurs en conflit. Hein? Donc, Legault vous dit les faits, c'est important, mais là, c'est un problème éthique. C'est parce qu'il y a des valeurs d'impliquer. Puis pour les valeurs, Legault va vous dire première sous-étape, mais déjà, essayez de voir les émotions qui sont dominantes. C'est en A, là, 3e, il y a 3 sous-étapes. La première sous-étape, on va se concentrer sur les émotions. C'est bien. C'est bien de partir de là, surtout dans une analyse rationnelle, d'essayer de voir émotivement, là, j'en suis où. Si on se met à la place de Karen Duhamel, puis on écrit cette phase-là là, sur notre feuille devant nous, il y a beaucoup d'anxiété qui est sûrement là, la peur de perdre son emploi, la peur du jugement des autres, du patron. Il y a sûrement aussi beaucoup de frustration, hein, d'avoir le sentiment d'être isolé, non entendu, trompé, hein, d'une certaine façon. Puis, parce que les émotions agissent aussi sur la raison ou sur notre rigueur, notre objectivité, mais je pense que c'est prudent de la part de Legault de vous dire on va se concentrer sur les valeurs, mais à quelque part dans la grille, il faut se trouver un endroit pour déjà énoncer les émotions là, qui sont à l'œuvre et qui pourraient peut-être influencer la prise de décision. Deuxième sous-étape, Legault vous dit, on est en B, Legault suggère de recenser les valeurs agissantes. Hein? C'est-à-dire que ce sont les valeurs qui influencent vraiment la prise de décision. Puis ces valeurs-là, vous allez les trouver où? Vous allez les trouver, elles se cachent derrière
les conséquences que vous avez trouvées dans la phase précédente. Les valeurs se cachent derrière les normes que vous avez identifiées dans la phase précédente. Il y a des phases, pour Karen Duhamel, il y a des phases qui se cachent dans les conséquences qu'elle pourrait anticiper. C'est-à-dire que si elle craint par rapport à sa sécurité, sinon à sa santé mentale, sa loyauté envers l'employeur, tout ça, là, ça fait partie, ce sont des valeurs, là. Hein? Si on dit que ça nous préoccupe, si on dit que c'est important, c'est parce qu'on dit que ça a de la valeur. Donc, sécurité, santé, loyauté, solidarité envers les pairs, ce sont tous des valeurs. Si vous dites qu'il y a des conséquences positives, c'est que vous avez l'impression que la décision vous rapproche de ces valeurs. S'il y a des conséquences négatives, c'est que vous avez l'impression que la décision vous éloigne d'une valeur. Donc voilà comment on peut se servir des conséquences que vous avez tout juste trouvées dans la phase précédente pour trouver des valeurs. Il y a aussi des valeurs cachées, j'en parlais dans les normes, les règles. Si vous dites, mais telle norme, telle règle est importante, ça m'aide à cerner le problème, ben vous allez voir que dans toutes les normes que vous allez identifier comme étant pertinentes, ben il y a des valeurs qui sont là. Les normes, les règles, les lois sont souvent mises en place pour défendre certaines valeurs. Que ce soit la vérité, que ce soit la justice, l'honnêteté. Derrière chaque norme, il y a ça. S'il y a un code du bâtiment, ben il y a une valeur sous-jacente qui est la sécurité. Hein? Donc, s'il y a un code de la route, c'est qu'il y a une autre valeur qui est la sécurité sur la route. Hein? C'est pas étranger. Le monde des valeurs puis le monde des lois ou du droit, ce n'est jamais très éloigné. OK, on a 2 sous-étapes. La 3e sous-étape de la 2e phase, j'espère que vous me suivez toujours. Le Go vous dit, on va identifier le principal conflit de valeurs. Puis ça, c'est important. Dans n'importe quel dilemme éthique, si c'est un dilemme, c'est parce qu'il y a 2 valeurs qui sont en conflit. En fait, vous allez en trouver plusieurs, là, mais je vous demande de faire l'exercice de condenser le dilemme, de le réduire à une belle tension entre 2 valeurs. Donc, un dilemme, c'est ça. Dans le cas de Karen Duhamel, ben, si elle hésite, c'est parce qu'il y a un dilemme. Puis s'il y a un dilemme, il y a 2 valeurs qui s'affrontent. Hein. Puis si elle décide de ne rien faire, ben, c'est parce que peut-être qu'elle a décidé de privilégier la sécurité d'emploi, la loyauté envers l'employeur, j'en parlais un peu plus tôt. Mais si elle décide d'agir, hein, c'est l'autre partie du dilemme, mais c'est d'autres valeurs. Donc, il y a la valeur de justice peut-être ou de protection du public, du trésor public, en tout cas le bien public, par honnêteté, par respect des lois. Ça fait partie des valeurs importantes. Puis à la fin, si on résume son dilemme avec un conflit de valeurs, ben, ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait être la vérité contre la loyauté envers l'employeur. Voilà. Alors, en résumé, on est toujours dans la 2e phase. Le Go vous dit, dans cette 2e phase, ce qu'on va faire, c'est on va clarifier les valeurs en conflit. Puis pour ça, ben, il vous demande d'identifier les émotions dominantes, de nommer les valeurs, de les trouver là où elles se cachent, hein, je le disais, là, dans les conséquences, mais aussi dans les normes, dans les lois. Puis enfin, cerner ce conflit de valeurs, essayer d'arriver à un beau conflit entre 2 belles valeurs. C'est pour ça qu'il y a un dilemme éthique, puis ça permet de le mettre là, ici, sur cette belle feuille de papier. Bon, m'écoutez-vous encore, là? Ça fait 2 phases. Les 2 premières sont un peu plus longues. On lâche pas. Tiens, je vais déjà vous donner l'indice de la semaine, c'est pour l'indice de cet épisode du podcast pour vous réveiller. L'indice cette semaine, ce sera la grille de Georges Auguste Legault. C'est son nom, là, quand on le dit tout au long. La grille de Georges Auguste Legault.
OK, on continue. On est rendu à l'étape 3 de la grille de Georges A. Legault. Pour le cas de Karen Duhamel, je vous rappelle là, ce qu'on a fait. Bon, on a analysé les faits dans la phase 1. On a identifié le conflit de valeurs dans la phase 2. Et Legault vous dit, dans la phase 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une décision raisonnable. Ben oui, on a identifié les faits, on a cerné le dilemme. Maintenant, il faut prendre une décision. C'est-à-dire que on va décider c'est quoi la valeur qui va avoir préséance. C'est ça une décision éthique. Là. C'est ça que Karen va faire lorsqu'elle prend cette décision éthique. Elle va décider de prioriser une valeur par rapport à une autre. C'est ça qui fait mal. On priorise une valeur, ce qui fait qu'il y a une autre valeur qui va en souffrir. Pour Karen, elle, si elle choisit la vérité, la justice, c'est peut-être la loyauté envers son employeur qui va en souffrir, ou sinon la solidarité envers ses collègues. Là, c'est ce qu'on craignait, puis c'est ce qui va arriver. Hein. Donc, une décision éthique, c'est ça exige un sacrifice. On priorise une valeur. Donc, on va parler de valeur prioritaire. Il y a une autre valeur qui va être sacrifiée. On va parler de valeur secondaire. Puis il faut avoir toujours ça en tête. Là. Quand notamment lorsque vous allez mettre en œuvre votre décision, c'est là où ça devient important. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en œuvre votre décision, il va falloir penser à cette deuxième valeur. Là. C'est ça qui va être sacrifié. Puis dans la mise en œuvre de votre décision, il va falloir penser à des éléments de mise en œuvre pour réduire peut-être les conséquences sur cette deuxième valeur là, qui a été sacrifiée, là, cette valeur secondaire. C'est là où on va parler de conséquences négatives, qu'on va essayer de réduire ces conséquences négatives-là, parce que c'est aussi une valeur importante pour nous. La loyauté envers les collègues, la solidarité, c'est aussi une valeur. On a décidé de prioriser l'honnêteté, la justice, mais il va falloir penser aussi aux conséquences sur la deuxième, la valeur secondaire, puis j'y reviendrai plus tard là, dans la mise en œuvre, c'est là où ça va se passer. Donc, en A, première sous-étape, Karen identifie une valeur qui a préséance. C'est ça, prendre une décision éthique. Karen doit ensuite, en B, elle doit penser à identifier un argument, ou quelques arguments qui vont justifier la valeur prioritaire. J'ai décidé de prioriser la loi, la justice, la vérité. Pourquoi? C'est ça, là. Penser à des raisons qui justifient cela. Qui justifient ça. Faut justifier. On a décidé de prioriser une valeur, mais c'est pas arbitraire. Il y a des arguments qui peuvent vous aider à prioriser une valeur. Si c'est la vérité que vous avez décidé de prioriser, pourquoi vous avez décidé de prioriser la vérité? Pourquoi vous avez décidé de le faire même au détriment de la collégialité ou du sentiment de solidarité ou de loyauté envers votre employeur? Créer des arguments, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de philosophie morale, d'argumentation. C'est pour ça au deuxième module plutôt, on a parlé de déontologisme, de conséquentialisme, et d'éthique de la vertu, parce que c'est ça que vous devrez faire ici. Là. Trouver des arguments. Trouver des arguments pour justifier, si c'est la décision de Karen, trouver des arguments pour justifier pourquoi Karen doit décider de dire la vérité. Si c'est ça sa décision. Puis des arguments, vous allez en trouver. Bon, ça pourrait être un argument déontologique. Si on s'inscrit dans le courant déontologique, ce serait de dire, ma décision elle est bonne parce qu'elle est cohérente avec le code de déontologie professionnelle, parce qu'elle respecte la loi sur les ingénieurs, parce que ces lois-là sont là pour donner une certaine forme de stabilité sociale, assurer la justice, la protection du public. Ça pourrait être un argument conséquentialiste en disant cette décision-là, c'est la meilleure parce qu'il y a des conséquences positives importantes. Les voici. Dans la première phase, vous avez trouvé toutes sortes de conséquences positives. Là, c'est là qu'on les met en valeur ou ça nous permettra d'éviter certaines conséquences négatives. Puis c'est là aussi où on peut les mettre en valeur. Donc, c'est pas théorique tout ça. Là. C'est de l'argumentation. Il y a une décision qui a été prise. Puis les courants argumentaires, il n'y en a pas 25. Là. Conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu,
Hein, j'ai pris cette décision. L'éthique de la vertu, ça ressemblerait à quoi? J'ai pris cette décision-là. Pourquoi? Parce que ça respecte telle valeur ou c'est cohérent avec telle valeur qui, elle, est au cœur des lois, des normes qui m'encadrent. Cette valeur-là de vérité, elle est au cœur de mon code de déontologie. Et voici telle norme qui a été écrite même exactement pour défendre cette valeur-là de vérité. Donc là, ici, c'est un argument de l'éthique de la vertu parce que mon ordre professionnel me demande d'agir comme un professionnel. Puis un professionnel, c'est un comportement qui est aligné ou qui est guidé par ses valeurs. Ça aussi, c'est une façon d'argumenter dans l'esprit de l'éthique de la vertu. Voilà, ça ressemble à ça, un argumentaire. Ça ressemble à ça, des arguments. C'est pas théorique, on en a fait des arguments là, dans le module 2. C'est juste de communiquer, de se réaligner, de réinvestiguer ce module 2 là, pour trouver les principaux arguments que vous pourriez déployer. Puis en C, on est toujours dans la troisième phase, mais en C, on dit, on va résumer peut-être. Donc, en A, on dit choisir une valeur prioritaire. En B, on dit trouver les arguments pour justifier pourquoi on a priorisé une valeur. Et en C, le go vous dit, ça serait important de penser à la mise en œuvre de votre décision. Donc, que doit faire Karen pour s'assurer que sa décision ait les effets escomptés? Hein? Préciser les modalités de l'action. J'ai une bonne décision, j'ai décidé de prioriser telle valeur, j'ai des bons arguments pour justifier cette décision-là, mais comment je vais faire pour la mettre en œuvre, cette décision-là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les actions que je dois poser? Ça aussi, vous aurez éventuellement, c'est important d'y réfléchir à cette phase, dans cette troisième étape de la phase 3, parce que vous allez avoir besoin de ça aussi dans le TP2 quand je vais vous demander les éléments de mise en œuvre. Là. C'est là où vous allez les retrouver. Puis les éléments de mise en œuvre pour Karen, mais Karen, on le voit là, c'est un peu ce qu'elle a fait, le communiquer avec l'OIQ pour avoir du soutien. Ça fait partie de la mise en œuvre de sa décision. Demander des conseils autour d'elle, demander du soutien juridique. Ça aurait pu être prévenir le MTQ de ses doutes, ou en tout cas, c'est ce qu'elle a fait un peu, là, partager ses doutes avec celles et ceux qui l'entouraient, prévenir son employeur de ses démarches, exiger des changements, prévenir les autorités compétentes. Donc, elle a essayé tout ça. Ça fait partie de la mise en œuvre de sa décision. Puis le go vous dit, cette étape-là, c'est dans la troisième phase, la troisième sous-étape. C'est là où on doit penser aux modalités de l'action qui sera entreprise. Et donc, la phase 3, en résumé, c'est ça. On prend une décision raisonnable. Donc, une décision, on priorise une valeur, on trouve des raisons d'agir, on pense à la mise en œuvre. Dans la phase 1, on a analysé les faits, on a cerné le conflit de valeurs, on a pris une décision, on a priorisé une valeur, on a pensé à la mise en œuvre de notre décision. Donc voilà, on avance déjà un peu plus. You really are doing great. Et quatrième phase, le go l'intitule « Établir un dialogue avec les parties concernées ». Ici, il parle de dialogue, là, mais je vous dirais que c'est la quatrième phase, c'est un peu ça, mais en même temps, c'est surtout un dialogue avec soi-même. Je dirais que la quatrième phase, c'est une phase d'analyse. On se prend un pas de recul, puis on réfléchit aux forces et aux limites, je dirais, de notre décision pour éventuellement être capable d'en parler, de dialoguer avec les autres parties concernées. Donc, le go vous dit, d'une certaine façon, fait déjà en A, il vous dit, ça c'est son petit jargon, là. Faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Donc, faire une réflexion, c'est bien. Critique, on regarde sa propre décision, on va l'analyser de façon critique, puis on va essayer d'évaluer dans quelle mesure ma décision, elle est universalisable. Hein, dans quelle mesure elle pourrait être toujours bonne, cette décision-là? Est-ce qu'elle est toujours bonne ou est-ce qu'elle est seulement bonne ici? C'est quoi les critères? C'est quoi les éléments de contexte qui fait que ma décision, elle est bonne en ce moment? Ou c'est quoi les éléments de contexte qui me permettraient de généraliser
la force ou ma décision que je suis en train de prendre. C'est un peu ça que Legault vous dit à la toute fin de cette analyse. On a pris une bonne décision, on a analysé les faits, on a vu le conflit de valeurs, on a priorisé une valeur, on a des bonnes raisons d'agir, on a pensé à la mise en œuvre de tout ça, mais à la fin, il faut regarder aussi la force de notre décision. C'est quoi les forces, c'est quoi les failles de cette décision? Puis Legault vous dit, pour évaluer la force de notre décision, il nous suggère 3 critères pour examiner puis mesurer cette force de cette décision. Donc 3, puis là, ça arrive à la toute fin, là. Tiens, je vais mettre un autre bumper ici, là. This sentence is false. Don't think about it. Don't think about it. Don't think about it. Bon, Don't think ça about arrive it. à la toute fin, puis vous êtes peut-être un peu fatigué. Mais il y a 3 critères, puis ces 3 critères-là sont importants aussi. Là, c'est peut-être les critères les plus intéressants de façon analytique là, quand on prend une décision. Comment on mesure la force de cette décision-là? Il y a plusieurs critères, mais Legault vous en propose 3. Puis je vous invite à être très attentif à ces 3 critères. Le premier, c'est le critère d'impartialité. C'est-à-dire qu'une bonne décision, idéalement, c'est une décision qui pointe vers l'impartialité. Est-ce que Karen, elle est impartiale? Elle prend une décision, mais est-ce qu'elle est impartiale? Vous savez, Karen, elle fait partie, elle est partie prenante au problème. Ça se peut bien que Karen décide de sauver sa peau. C'est probablement la décision que plusieurs d'entre vous auraient prise. D'abord, sauver ma peau. Mais c'est le problème. Quand vous allez arriver à ce critère-là, quand vous allez évaluer dans quelle mesure la décision est impartiale, vous allez arriver au constat que elle peut pas être vraiment impartiale parce que c'est moi qui ai pris dans le problème, puis ça se peut que je décide de choisir mon propre parti, ma propre sécurité. Puis ça vous posera aussi des questions supplémentaires, c'est-à-dire que si vous êtes partie prenante, ben vous êtes un peu en conflit d'intérêts. On y reviendra un peu dans les autres, j'ai un module sur le conflit d'intérêts, mais ça pourrait être tentant de sauver votre peau. Donc, comment on fait pour s'assurer que la décision, elle soit la plus impartiale possible? Puis ça, quand vous arrivez à cette partie-là de l'analyse, ben, ça vous permettra de penser à d'autres mesures de mise en œuvre. Si je suis partie prenante, est-ce que je ne pourrais pas faire valider ma décision par une partie externe qui, elle, n'est peut-être pas impliquée et qui donc sera plus impartiale? Voilà. Donc, critère d'impartialité, super important. S'assurer d'être le plus impartial possible. C'est sûr que la parfaite impartialité, vous y arriverez jamais, mais comment on fait pour qu'elle gagne, qu'elle soit de plus en plus impartiale, qu'elle gagne, qu'elle prenne de moins en moins parti. C'est ce que ça veut dire. Le deuxième critère, Legault vous dit, il y a le critère de réciprocité. Donc, réciprocité, c'est l'idée qu'une bonne décision, c'est une décision qui pense à l'autre. On doit, lorsqu'on prend une décision éthique difficile, délicate, penser à la personne ou la partie qui va subir les contre-coups de notre décision. Puis à ce moment-là, se demander, ces conséquences négatives, est-ce qu'elles sont justifiées? Donc pour Karen, c'est assez simple. Avec la décision qu'elle a prise, il va y avoir des conséquences négatives sur plusieurs personnes. Donc ses collègues, ses patrons, l'entrepreneur en tant que tel. Est-ce que c'est justifié que ces personnes-là subissent des conséquences négatives? Je pense qu'on pourrait dire que oui, il y aurait de très bons arguments qu'on pourrait déployer ici. Mais surtout, ça va lui permettre de bien mesurer peut-être les risques qui sont associés à sa prise de décision. Je me mets à la place de l'autre. C'est sûrement mes patrons qui vont subir les conséquences négatives. Comment vont-ils réagir? Est-ce que c'est justifié? Se mettre à la place de l'autre. Des fois, c'est une personne qui va subir des conséquences négatives sans avoir rien fait de mal. Des fois, c'est des conséquences négatives que subiront des personnes qui ont parfois posé des gestes forts maladroits. Mais c'est ce que Legault vous demande de réfléchir. À la fin, votre décision, pensez à celles et ceux qui vont subir les contre-coups de votre décision.
Troisième critère, Legault vous dit pensez le critère d'exemplarité. Legault, il va terminer sa grille avec ce critère-là. Là. Donc, il y a un critère d'exemplarité. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est réfléchir à je dirais, la portée et la généralité ou la portée générale, je dirais, de votre décision. C'est-à-dire, Legault vous demande en toute fin, est-ce que vous avez pris une bonne décision, vous avez de bonnes raisons d'agir, vous avez de bons arguments. Est-ce que ces arguments seraient valables face à d'autres cas semblables? Donc, c'est une réflexion super intéressante, ce critère d'exemplarité. C'est l'idée d'évaluer la portée de ma décision. Donc, est-ce que cette décision-là peut s'appliquer à d'autres cas semblables? Hein, c'est exactement ce que fait un juge quand il rend son jugement. J'ai rendu ma décision. Maintenant, ma décision, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait l'appliquer à d'autres cas semblables? Puis ça va vous permettre, entre autres, de faire des recommandations. Hein? Quand vous réfléchissez à un problème éthique, à la fin, vous avez pris une décision, puis là, on peut réfléchir à, OK, ma décision est bonne, mais est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à d'autres cas qui ressemblent aux problèmes que moi j'ai analysés? Puis oui, à quoi ça ressemblerait, ces problèmes semblables? C'est quoi les critères pour dire que ces problèmes-là sont semblables? C'est quoi les critères ou les arguments que j'ai déployés que je pourrais reprendre pour résoudre ces problèmes semblables? Donc, c'est un beau critère qui est une belle réflexion. C'est un peu méta tout seul, mais c'est important d'arriver à la fin. En tout cas, si on veut faire un peu de philo morale, je prends une décision, je pense qu'elle est bonne, mais à la fin, dans quelle mesure cette décision-là, elle est bonne? 3 critères. Exemplarité, impartialité et réciprocité. Et on serait rendu à la toute fin de la phase 4. Et la phase 4, elle se termine comment? C'est écrit « Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position ». Puis ça, c'est quoi? C'est exactement l'objectif du TP2, donc le rapport décisionnel, la deuxième phase du TP2, formuler, j'appelle ça un rapport décisionnel pour ça, là. Un rapport dans lequel vous allez formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier votre décision. Donc ça, c'est le rapport décisionnel. Ça s'en vient. On n'est pas encore là, mais c'est à la toute fin de la phase 4 de la grille de Legault. Établir un dialogue avec les parties prenantes, nous dit Legault, mais à la toute fin, formuler, présenter. Plusieurs, quand vous allez arriver à la fin de l'analyse, là, il y en a plusieurs qui vont me dire « J'arrive à la fin, puis qu'est-ce qu'il faut faire là? » Bien, vous pouvez juste écrire « Voir rapport décisionnel » parce que c'est ça que je veux à la toute fin. Donc, la dernière étape, là, c'est ça qu'on va faire. On va rédiger un rapport décisionnel dans lequel vous allez expliquer tout ça. Hein, si votre TP1, disons, si c'était le cas de Karen Duhamel, ben votre TP2, ce serait l'analyse qu'on vient de faire ensemble, que vous pourriez mettre en annexe, et un rapport décisionnel, c'est-à-dire qu'à la toute fin, vous le voyez là dans la dernière phase, un rapport décisionnel de 10 pages, ça va être ça, là, votre TP2. Un rapport dans lequel vous allez décider pourquoi la décision de Karen Duhamel, c'était la bonne décision, c'est quoi ses arguments, c'est quoi les gestes qui lui restent à poser, c'est quoi les recommandations qu'elle pourrait faire pour éviter que ce genre de problème se reproduise ou pour peut-être des recommandations pour résoudre plus aisément ce genre de problème. Puis vous le voyez là, cette analyse à l'aide de la grille, ce serait à la fin, donc en annexe de votre TP2, et le rapport décisionnel, c'est ça. Là. Vous êtes prêt, dans le fond, à la fin de votre analyse, vous êtes prêt à rédiger votre rapport décisionnel. Expliquer pourquoi votre décision elle est bonne. C'est quoi vos arguments? C'est quoi vos éléments de mise en œuvre? Comment vous allez faire pour mettre en œuvre votre décision? C'est quoi les recommandations? Et ça, je vous expliquerai ça éventuellement quand on arrivera à la rédaction du rapport décisionnel. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'analyse à l'aide de la grille. Nice job breaking it, hero. Voilà, c'est tout.
4 belles phases dans une belle grille d'analyse proposée par Georges A. Legault. Puis pour analyser votre TP1, le beau TP1 que vous m'avez produit et déposé ce dimanche, vous allez devoir l'analyser à l'aide de cette grille, c'est-à-dire que vous allez devoir 1. Analyser les faits, 2. Clarifier les valeurs. Donc, trouver les valeurs qui se cachent là, derrière les conséquences, les normes que vous avez trouvées en 1. En 3, prendre une décision éthique, donc prioriser une valeur, trouver des raisons pourquoi on a priorisé telle valeur, penser aux actions que vous devrez poser pour mettre en œuvre cette belle décision-là, puis à la fin, une belle, donc on dit établir un dialogue réel, là, mais c'est plutôt prendre une distance critique par rapport à votre propre décision. Là. C'est ce que Legault parlait d'universalisation. Là. Essayez de voir dans quelle mesure votre décision elle est universalisable, généralisable, dans quelle mesure elle a des forces et des failles que vous pourriez peut-être colmater. Voilà, c'est tout. Je parle beaucoup, mais cette grille, faut l'expliquer, faut la comprendre. Vous pouvez lire aussi les explications de Legault. En classe, je vais vous réexpliquer tout ça demain à l'aide d'une étude de cas sur le plagiat. Mais le but de ces répétitions-là, c'est que vous soyez de plus en plus familier avec cette grille d'analyse, puisque non seulement vous allez en avoir besoin pour résoudre votre TP2, mais aussi, rappelons-le, aussi quelques questions à l'examen là, sur cette belle grille d'analyse. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bravo encore pour votre écoute des podcasts. Déjà 4 podcasts au complet. Écoutez votre prof parler pendant, on est rendu à combien? 45 minutes. Wow. Bravo, vous gardez le rythme, c'est bien, en espérant que tout ça vous aide à réussir, sinon exceller dans ce cours. On se revoit demain en classe, sinon ici, en podcast, balado, la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.